Tu sais ce qui est vraiment effrayant? Ce n'est pas une crise boursière, ce n'est pas une récession, c'est quand le système financier mondial commence à changer de fondation, et que la majorité des gens n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est exactement ça. Un événement discret, passé presque inaperçu dans les grands médias, qui pourrait redéfinir comment l'argent circule sur cette planète. Et si tu ne comprends pas ce qui se joue, ton pouvoir d'achat, tes économies, ta retraite, tout ça pourrait en payer le prix. Accroche-toi, parce que ça va aller vite. Imagine que tu possèdes le seul robinet d'eau dans un désert. Tout le monde dépend de toi. Tout le monde te paye. Tout le monde te respecte. C'est une position de pouvoir absolu. Maintenant, imagine que quelqu'un commence à creuser ses propres puits. Doucement, discrètement, sans jamais t'affronter directement. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec le dollar américain. Depuis 1973, il existe un accord silencieux qui structure toute l'économie mondiale. Le pétrole, le carburant de la civilisation industrielle, ne se vend qu'en dollars américains. Peu importe si tu es en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud, tu veux du pétrole? Tu as besoin de dollars. Et pour avoir des dollars, tu dépends du système financier américain. C'est ce qu'on appelle le pétrodollar. Et c'est la base de la domination économique américaine depuis 50 ans. Mais en avril 2026, quelque chose a changé. Quelque chose de petit en apparence. Quelque chose d'énorme en réalité. Le 7 avril 2026, au Conseil de sécurité des Nations Unies, une résolution est mise au vote. L'objectif affiché, garantir la libre circulation dans le détroit d'Ormuz, l'un des points de passage les plus critiques du commerce mondial. Tu connais peut-être ce détroit de nom. Mais est-ce que tu réalises vraiment ce qu'il représente financièrement? Environ 20% de tout le pétrole mondial transite par ce couloir de 40 km de large. Si ce passage est bloqué, les marchés s'affolent. Les prix de l'énergie explosent, et des chaînes d'approvisionnement entières s'effondrent, comme des dominos. Ce jour-là, 11 pays ont voté pour la résolution. 2 pays ont mis leur veto, la Chine et la Russie. Les médias occidentaux ont immédiatement sorti leur narrative habituelle. Chine et Russie protègent l'Iran. Chine et Russie sont les méchants de l'histoire. Fin du débat. Passons aux publicités. Mais attends, parce que là, quelque chose ne colle pas. La Chine est le plus grand importateur de pétrole de la planète. Elle achète entre 10 et 11 millions de barils par jour. Une part massive de cet approvisionnement passe par le détroit d'Ormuz. Alors voilà la vraie question, celle que personne ne pose dans les journaux télévisés. Pourquoi la Chine bloquerait-elle une résolution qui vise à rouvrir la voie maritime qui lui fournit son énergie? Ça n'a aucun sens en surface. Mais en finance, comme en stratégie, ce qui compte, ce n'est jamais la surface. C'est ce qui se passe en dessous. Et quand tu regardes en dessous, tu comprends que ce veto est peut-être le mouvement le plus calculé de toute cette crise. Pas un acte de soutien à l'Iran. Pas une erreur diplomatique. Un choix stratégique froid, rationnel, orienté vers un seul objectif. Accélérer la fin de la domination du dollar. Revenons à ce pétrodollar dont on parlait tout à l'heure. Parce que c'est là que tout se joue. Quand le détroit d'Ormuz est bloqué, les pays du Golfe ne peuvent plus exporter leur pétrole normalement. Les pétrodollars arrêtent de circuler. L'argent qui devait aller vers les marchés financiers américains, vers les bons du Trésor, vers Wall Street, il ne vient plus. Et ça, c'est une hémorragie pour le système financier américain. La dette américaine dépasse aujourd'hui les 36 000 milliards de dollars. Elle est financée en grande partie par des achats étrangers de bons du Trésor. Ces achats sont eux-mêmes liés au recyclage des pétrodollars. Coupe ce flux, et tu affaiblis la capacité des États-Unis à financer leur propre gouvernement. Est-ce que tu commences à voir le tableau complet? Pendant ce temps, la Chine n'est pas restée les bras croisés. Depuis des années, elle construit en silence une infrastructure financière et énergétique alternative. Elle a constitué des réserves stratégiques de ports de pétrole massives. Elle a développé le corridor économique Chine-Pakistan, un accès direct aux ports de la mer d'Arabie qui contourne complètement le détroit d'Ormuz. Elle a investi des centaines de milliards dans les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, le nucléaire, précisément pour réduire sa dépendance au pétrole du Golfe. Et elle a développé des systèmes de paiement en yuan pour commercer avec des pays producteurs de pétrole sans passer par le dollar. Autrement dit, la Chine a construit ses propres puits dans le désert. Et maintenant que le robinet américain est sous pression, ces puits deviennent précieux pour elle. Et pour tous les pays qui cherchent une alternative. Est-ce que tu vois pourquoi ce veto n'est pas un acte de solidarité? C'est un accélérateur de stratégie à 20 ans. Mais voilà ce que tu dois vraiment retenir, parce que ça te concerne directement. Quand le pétrodollar s'affaiblit, le dollar perd de sa valeur relative. Et quand le dollar perd de sa valeur, les matières premières importées coûtent plus cher, l'énergie coûte plus cher, l'inflation repart. Et ton pouvoir d'achat, lui, il fond. Ce n'est pas une théorie du complot.
C'est de la mécanique financière de base. Regarde ce qui s'est passé chaque fois que le dollar a subi une pression structurelle dans l'histoire récente. Les prix alimentaires ont augmenté, les taux d'intérêt ont bougé, les marchés émergents ont été secoués, et les gens qui n'avaient aucune protection financière ont été les plus touchés. Est-ce que toi, personnellement, tu es protégé contre ça? Est-ce que tu as réfléchi à comment ton épargne se comporte dans un monde où le dollar perd lentement son rôle central? Si tu n'as pas encore de réponse à cette question, c'est exactement pour ça que tu regardes cette chaîne, et c'est exactement pour ça que tu dois t'abonner maintenant. Parce que ce genre d'analyse, tu ne la trouveras pas dans les journaux grand public. Revenons au vote du 7 avril, parce qu'il y a un autre niveau de lecture que la plupart des analystes ignorent. Avant d'arriver à la version finale de la résolution, il y a eu plusieurs versions. La première était très agressive. Elle autorisait explicitement l'usage de la force militaire pour rouvrir le détroit. La France, la Chine et la Russie ont dit non. Trop extrême. Alors ils ont modifié le texte, retiré les références aux opérations offensives. Toujours veto. Ils ont encore modifié. Retiré toute référence à une autorisation du Conseil de sécurité. Toujours veto. La résolution devenait de plus en plus douce à chaque round. Et pourtant, la Chine continuait de dire non. Ce n'est pas de l'obstruction. C'est un message clair. Peu importe la formulation, nous ne donnerons pas de légitimité internationale à cette opération. Et ce message, il a été entendu bien au-delà de la salle des Nations Unies. Il y a une grande partie du monde, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, qu'on appelle le Sud global, qui regarde ce genre de situation avec une mémoire longue. Ces pays ont vu des décennies d'interventions militaires habillées en missions humanitaires. Ils ont vu des sanctions économiques utilisées comme armes. Ils ont vu des résolutions de l'ONU votées à la va-vite pour justifier des actions déjà décidées à Washington ou à Londres. Et quand la Chine pose son veto en disant, en substance, que l'on ne peut pas attaquer un pays et ensuite demander une autorisation internationale pour le punir de se défendre, une grande partie de ces pays approuvent silencieusement. Ce n'est pas anodin financièrement. Ces pays représentent des marchés considérables, des ressources naturelles gigantesques, et des partenariats commerciaux en pleine expansion avec la Chine via les routes de la nouvelle ceinture économique. Chaque veto, comme celui-ci, renforce l'attractivité du modèle économique chinois pour ces nations. Et ça, c'est une compétition de long terme pour l'influence économique mondiale. Maintenant, voici la partie qui devrait vraiment te faire réfléchir. On parle souvent de qui gagne une guerre militairement, mais les vraies guerres économiques se jouent dans la durée. Et dans cette durée, la question clé est qui résiste le mieux à la pression du temps? Les États-Unis font face à plusieurs compteurs qui tournent simultanément. Leur stock de missiles de défense s'épuise. Le soutien de l'opinion publique américaine à l'escalade militaire s'effrite. Les marchés financiers digèrent mal un prix du pétrole élevé sur une longue période. Et les alliés européens, eux-mêmes dépendants de l'énergie importée, voient leur économie souffrir. De l'autre côté, l'Iran, paradoxalement, voit ses revenus pétroliers augmenter. Parce que la crise a indirectement attiré l'attention sur certaines exemptions de sanctions, et parce que ces acheteurs asiatiques continuent de payer. L'Iran se prépare à ce type de scénario depuis des décennies, et la Chine, avec ses réserves, ses routes alternatives et sa capacité industrielle massive, peut tenir bien plus longtemps que ce que la plupart des analystes admettent publiquement. Qui court le plus vite vers le mur? Réfléchis-y. Je veux être clair avec toi. Je ne te demande pas de prendre parti pour un camp ou pour un autre. La politique, les alliances, les intérêts nationaux, c'est un jeu complexe. Ce que je veux, moi, c'est que tu comprennes les conséquences financières concrètes de tout ça. Parce qu'elles te touchent, que tu le veuilles ou non. Un monde qui se déplace vers un système multipolaire, avec plusieurs monnaies de réserve, plusieurs blocs économiques, plusieurs routes commerciales, c'est un monde financièrement plus volatile. C'est un monde où les stratégies d'épargne classiques deviennent insuffisantes. Si tout ton patrimoine est dans une seule devise, dans un seul type d'actifs, dans un seul système financier, tu es vulnérable. Les gens qui comprennent ces dynamiques, qui diversifient intelligemment, qui anticipent les mouvements de fond plutôt que de réagir aux turbulences de surface, ce sont ceux qui préservent et font croître leur capital dans n'importe quel environnement. C'est exactement ce qu'on analyse sur cette chaîne, semaine après semaine, avec des outils concrets, pas du bruit médiatique. Alors voilà où on en est. Un veto au Conseil de sécurité, 2 lettres prononcées dans une salle feutrée à New York, et pourtant, derrière ces 2 lettres, il y a des milliards en jeu. Une architecture financière mondiale qui se reconfigure et des répercussions directes sur le pouvoir d'achat de milliards de personnes. Le détroit d'Ormuz n'est pas juste une question de géopolitique, c'est une question d'argent. C'est une question de qui contrôle le flux de richesse mondiale dans les prochaines décennies. Et la réponse à cette question est en train de s'écrire maintenant. Pas dans les journaux télévisés, dans les décisions stratégiques silencieuses des grandes puissances économiques. Tu peux regarder ça de loin, subir les conséquences sans les comprendre.
ou tu peux choisir d'être informé, d'anticiper et de protéger ce que tu as construit. Le choix est là, maintenant, devant toi. Si cette analyse t'a ouvert les yeux, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Pose ta question ou ta réaction en commentaire, je lis tout. Et abonne-toi si tu veux continuer à recevoir ce type d'analyse avant que les effets ne se fassent ressentir dans ton portefeuille. Parce que dans ce monde qui change, l'information en avance, c'est ta vraie protection financière. Abonne-toi maintenant et active la cloche. Chaque semaine, on décrypte les mouvements financiers mondiaux avant qu'ils impactent ton argent. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que le dollar peut vraiment perdre son statut de monnaie mondiale ? Je veux lire ton avis.